On va faire rapidement kilowatt-sol, on s'en fout complètement. Je suis un cabinet, bonjour à tous, pardon. Cabinet d'expertise technique, ça veut dire que, en fait, pour faire simple, pour les grands projets en général, les grands projets commencent toujours par les deux mêmes questions. La première, combien ça coûte, et la deuxième, combien ça rapporte. Et nous sommes le cabinet indépendant qui aide à répondre à la deuxième question, le combien ça peut rapporter en fonction de où c'est, de la techno, etc. etc. Voilà. Ça, c'est mon pédigré. Je cumule les casquettes, je m'en excuse. En fait, je suis un hyperactif et donc je m'occupe comme je peux. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Je suis désolé parce que je vais avoir 2 slides qui ne sont pas drôles, mais c'est juste pour vous faire rentrer dans le... 2 ou 3 d'ailleurs, qui ne sont pas drôles, mais c'est juste pour vous faire rentrer dans le, dans le contexte. La chose est dite, le défi qui est face à nous, il est énorme. On a une planète qui est en très forte croissance, avec un climat et des sols qui se dégradent. Donc l'équation de départ, elle n'est pas simple. Ce qui veut dire qu'il va quand même mettre tout en œuvre si on veut réussir. J'aime beaucoup cette photo de la NASA qui nous montre la planète vue du ciel le soir. Je ne sais pas si la caméra va me suivre. Et ça va être terrible, donc si elle me suit, voilà. Je vais essayer d'être au milieu, comme ça j'ai l'écran devant moi. Donc j'aime beaucoup cette photo de la planète vue du soir parce que elle nous montre, je dirais, le progrès ou l'évolution du progrès. Alors j'aime bien cette version, qui s'appelle un anamorphisme, parce que c'est la même photo que précédemment, mais simplement elle est déformée d'un facteur. Et ce facteur, c'est la population. Ça veut dire que derrière moi, maintenant, sur cette photo, chaque pixel abrite le même nombre d'habitants. Et là, ça devient criant. D'abord, quand je suis rentré dans le solaire, en fait, quand j'ai fait mes études, je suis ingénieur en électronique, j'aimais bien l'histoire, la géographie, je ne trouvais ça pas très intéressant. Depuis que je suis expert solaire, je fais de la géographie tous les jours. Et donc, un certain nombre d'idées reçues qu'on a dans nos têtes, peut-être liées à la manière dont on nous enseigne la géographie ou le monde, fait qu'on a un regard qui est biaisé. Par exemple, quand on vous demande quel est le premier pays d'Afrique, en général, on va nous dire l'Afrique du Sud, l'Algérie, pas du tout, Nigeria. Quand on regarde avec cette carte ce que représente par exemple le Mexique, si je remettais la carte précédente, c'est le petit triangle qui est accroché sous les États-Unis. Un tiers des USA en population. L'Amérique du Sud, bien évidemment, le Brésil, c'est complètement vide. Toute la forêt, il n'y a personne. D'accord ? Et finalement, le continent sud-américain n'est pas très peuplé. Et puis, si on part de l'autre côté, bien évidemment, tout le monde sait que l'Inde et la Chine sont massifs. Okay. Mais on oublie complètement cette ribambelle de petites îles ridicules, plus grosses que l'Europe. Des milliers et des milliers d'îles. Donc, si on parle élévation du niveau de la mer, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. En fait, face à nous, pour moi, avec le continent africain, on a une bombe à retardement. 3 millions d'habitants qui vont se rajouter sur ce continent dans le siècle qui est là. 3 millions de plus. Et pour moi, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'on a peut-être une chance de sauver les choses. Et cette chance, ça s'appelle le solaire. Alors, en fait, depuis que l'homme est homme, l'énergie est indissociable de la vie de l'homme. En fait, la nourriture, c'est de l'énergie. Donc, en fait, on est tout le temps dans une problématique énergétique, en permanence. Alors, au départ, on n'avait rien trouvé de mieux que quand on voulait de l'énergie, qu'est-ce qu'on allait faire ? On allait taper sur la gueule du voisin et on lui prenait ses bras. Ça s'appelle des esclaves. Alors, bien évidemment, on n'a pas fait que ça. On a bien sûr dompté les animaux et on a amélioré les choses. Et puis, à un certain moment, on s'est dit, tiens, si on récupérait un peu les énergies naturelles que sont les rivières, le vent, etc. etc. Mais jusqu'à présent, et on le voit sur la pente qui vous parle de l'historique depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui, et puis qui vous dit un peu la richesse du monde sur l'axe vertical. Il faudra vraiment attendre le charbon puis le pétrole
pour que ça change complètement la dynamique de nos niveaux de vie, de la manière dont on vit, etc., etc. La question, c'est que sur cette route qui file à l'infini, d'un progrès perpétuel, il y a un moment ou un autre, ça va s'arrêter. Et on va s'arrêter soit parce qu'on va tomber en panne de carburant, soit parce que ça va un peu surchauffer. D'accord ? Alors, dès qu'on parle de ça, en général, il y a les ours qui arrivent. Et on s'est tous engagés à ne jamais dépasser les 2 degrés. Voilà, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de plan B, ça c'est juste pour prévenir. Et que dans un monde idéal, on est censé essayer de réduire d'un tiers les émissions de carbone. Et vous voyez qu'en une année de Covid, par exemple, où on a appuyé sur le frein à fond, oui, on a réduit, mais à quelles conditions ? Est-ce qu'on veut vivre ça ad vitam aeternam ? Compliqué. Et donc, personnellement, moi, quand j'ai créé Kilowatt-Sol, c'était un peu par accident. Je me suis dit, le solaire, c'est cool. Hein, je ne connaissais rien en solaire il y a 15 ans, quand j'ai créé mon cabinet. Et je me suis dit, c'est cool et tout. Et puis, à un moment, je me suis arrêté, parce que j'avais beaucoup de jeunes collaborateurs que j'avais recrutés. Puis, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit d'emmener des jeunes collaborateurs dans une impasse, si c'est une impasse ? Et donc, j'ai fait tout un travail d'introspection pour essayer de comprendre si oui ou non le solaire faisait sens. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors, au premier ordre, ça, c'est le rapport de force. Ici, sur fond bleu, on a des stocks. Ce sont les énergies fossiles qui sont enterrées dans le sol, et à chaque fois qu'on en tape un peu, il y en a moins. Et vu la vitesse à laquelle elles se renouvellent, on peut considérer que le stock, il est fini. Alors, toutes les petites sphères sont à l'échelle, bien sûr. D'accord ? Et donc, vous avez la quantité vous avez 900 ans, si vous tapez 1 terawatt par an, par exemple, de charbon. Okay ? C'est juste pour expliquer. À droite, c'est ce qu'on appelle des flux. Parce qu'en fait, cette quantité d'énergie, elle revient tous les ans. Donc, on voit qu'il y a des rapports de force qui sont différents. Mais la différence, c'est que ça, c'est tous les ans qui reviennent. Alors que là, c'est une fois pour toutes. Et enfin, le gros disque jaune qui tourne là, c'est l'énergie radiative du Soleil. Alors, bien évidemment, si je voulais la capter complètement, on encerclerait la Terre avec des panneaux solaires, on serait dans le noir, on serait tous morts. Donc, c'est complètement ridicule. Mais entre tout prendre et en prendre un petit peu, il y a peut-être une marge. Aujourd'hui, mondialement, l'énergie solaire, c'est juste 3% du mix mondial. Ça veut dire qu'on ne s'en sert pas. Heureusement, les plantes s'en servent. Ça fait longtemps qu'elles ont compris. Okay ? Nous, l'être humain, moins. Et si vous comparez la taille du Soleil par rapport à n'importe quel autre, c'est la plus significative du monde. Et on ne s'en sert pas. Un autre exemple, et j'aime beaucoup, ça c'est un travail du MIT qui fait une petite comparaison. Alors si je suis sur un axe Est-Ouest et que je regarde les 3 graphiques B, C, D, le premier c'est la quantité de terre. Alors c'est évident qu'il y a plus de terre finalement à l'aplomb de l'Europe, puisqu'on a l'Europe et l'Afrique qui se superposent, donc il y a beaucoup de terre, alors qu'on l'a vu, sur le continent américain, il y en a un peu moins, et sur le continent asiatique, il y en a un peu moins, puisqu'il n'y a quasiment rien en dessous de l'Australie, etc. La densité de population, ce que nous dit ce graphique, c'est clair qu'il y a plus de population à l'Est, en Asie, tout le monde le sait, ce n'est pas une nouveauté. Et puis, si je fais cette analyse dans un sens Est-Ouest, la Terre tournant autour d'elle-même, toute la face de la Terre reçoit la même quantité d'ensoleillement, donc c'est assez constant. Jusque-là, tout va bien. Par contre, si je fais le même exercice, mais non plus sur un axe Est-Ouest, mais sur un axe Nord-Sud, ce qui est intéressant de voir, d'abord, il y a plus de terre sur le continent au nord, l'hémisphère nord que l'hémisphère sud, dont acte. Il y a plus de population, et là c'est intéressant. Regardez la distribution de population à l'équateur et aux tropiques. Pourquoi ? Parce que depuis que l'homme est homme, il préfère habiter là où il fait beau que là où il ne fait pas beau. Et il se trouve que c'est là où l'homme habite en plus grand nombre qu'il y a le plus de soleil. Ah, ça c'est intéressant. Et si je pousse un peu plus loin, si je prends 2 projets extrêmes qu'a étudié Kilowatt-Sol, ma société, le plus mauvais projet, entre guillemets, il est au Danemark, et le meilleur projet, il est dans le désert de l'Atacama au Chili. Et la différence entre les 2 projets, c'est que le projet chilien produit 3 fois plus que le projet danois. Alors vous allez me dire 3 fois plus, si je vous parle de votre salaire, vous allez dire, non, c'est énorme. Oui, mais si je parle d'une ressource naturelle, est-ce que vous pensez que l'accès à l'eau, par exemple, entre le Sahel et l'Égypte,
le Sahel a 3 fois moins d'eau que l'Égypte, ou l'Égypte a juste 3 fois plus d'eau que le Sahel? Est-ce que vous pensez que les réserves de pétrole françaises, si on en avait, sont juste 3 fois inférieures à celles de l'Arabie saoudite? Ça veut dire que là, on a une énergie qui est équitablement répartie sur la totalité de la planète. Et ça, encore une fois, c'est un signe de paix. Parce que, contrairement aux esclaves dont je parlais tout à l'heure, on ne va pas envoyer le voisin pour lui prendre son soleil, parce que ça ne marche pas. Et puis qu'il en a autant que moi. Donc il n'a pas d'avantage sur moi. Alors je vais vous introduire un concept qui est un petit peu technique, qui s'appelle l'Energy Return on Energy Invested, EROEI. Grosso modo, pour faire simple, c'est en rouge, c'est toute l'énergie qu'il me faut pour faire un machin, voire pour le faire fonctionner. Et puis en bleu, c'est l'énergie que produit ce machin, voire en jaune, l'énergie que je vais auto-consommer. Dans certains forages pétroliers, par exemple, ils pompent du petit pétrole pour faire fonctionner les pompes qui poussent le pétrole. D'accord ? Voilà. Et donc, quand je fais la différence des deux, j'obtiens l'énergie verte. C'est l'énergie qui reste. C'est le résultat net. D'accord ? Et ce concept a été utilisé pendant très longtemps pour caractériser, par exemple, les puits de pétrole. Et je vous le montre pourquoi. Parce qu'en fait, c'est une fonction comme ça, logarithmique, qui est très intéressante. En bleu, c'est l'EROEI. Et en jaune, c'est l'inverse. C'est l'impact de cette productivité énergétique sur son coût, sur le PIB. Donc c'est symétrique. Et si on prend le pétrole dans les années 30, on est à un ratio de 80. Avec un baril de pétrole, j'extrais 80 barils de pétrole. Youpla boum. Premier choc pétrolier, années 70, on tombe à 30. Et comme c'est une loi en log, ça n'a pas beaucoup bougé. Mais ça a suffisamment bougé pour alerter les consciences. On s'est dit, oula, il y a un souci. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 10. C'est-à-dire que les forages nouveaux qu'il faut créer en allant chercher plus loin, plus profond, sont de plus en plus lourds à aller extraire. Et puis, bien évidemment, les gaz de schiste, schiste bitumineux et autres, etc., c'est par là. C'est dans les 2-3. Okay. Et voilà une photo qu'on voyait jusqu'à présent de la répartition des autres énergies sur cette grille. Et pendant très longtemps, l'énergie solaire, les panneaux solaires qui étaient fabriqués avec du silicium qui était destiné aux semi-conducteurs, avaient un EROEI de 7. Et aujourd'hui, il est là. Il est à plus de 30. Et de toutes les énergies de ce mix qu'on voit sur ce tableau, à l'instar du saumon, le solaire est la seule énergie qui remonte le courant. Et que dans 5 ans, le point se sera encore déplacé un peu plus à gauche. Donc si on a une population qui est en croissance, si on a un monde qui est en expansion et si on veut conserver un minimum de niveau de vie, sur quel vecteur on investit? Un vecteur qui recule ou un vecteur qui accélère? Et je vous rappelle que le solaire, c'est seulement 3% du mix mondial. Un certain nombre de gens n'ont toujours pas compris que c'était un sujet intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous préviens, c'est parti. J'aime à dire que le solaire est un tsunami et que cette vague sourde est partie il y a quelques années déjà, il y a presque une vingtaine d'années. Et comme elle est sourde, elle est toute petite, on ne la voit pas, on ne la voit pas, on ne la voit pas. Mais elle va arriver à un moment. Et moi, je vous invite, comme moi, à rejoindre ceux qui sont en train de farter les surfs pour aller prendre cette vague. Parce qu'elle va être fantastique. Pour toute la jeunesse, elle va être extraordinaire. Parce que c'est le vecteur de la mutation de ce siècle et de ce monde. L'année dernière, il s'est installé 268 gigawatts de solaire dans le monde, principalement en Asie. L'Europe, on a installé 41 gigas. J'ose pas vous dire que la France est le seul pays d'Europe et presque du monde à avoir reculé. L'année dernière, nous avons installé moins de solaire en 2022 qu'en 2021. Yes! Je suis président de la commission solaire, vous pensez que je suis super fier. Les États-Unis aussi ont reculé. Mais les États-Unis, parce qu'ils ont mis en place des lois anti-dumping et ils ont bloqué les produits américains, ils n'ont plus de produits installés. Mais ils réarment. Petite illustration de ce qui est en train de se passer en Chine. La Chine ne connaissait pas le solaire il y a 20 ans. Elle n'avait aucune usine
d'aucune des étapes de transformation du solaire depuis l'extraction des minerais de quartzite. Aujourd'hui, elle est premier fabricant mondial sur toute la chaîne de valeur. Et sur son propre territoire, comme vous pouvez le voir, la petite courbe en jaune, qui est la quantité d'électrons injectés dans le réseau tous les ans, monte, 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 monte. Et cette année 2022, elle vient de rattraper le nucléaire, qui monte aussi, mais qui ne pourra jamais accélérer aussi vite que le solaire. Et enfin, si je dois encore vous convaincre, c'est le dernier rapport du GIEC. Ça vous montre une photo du monde en 2060. En jaune, c'est le solaire. En 2060, le solaire est devenu la première énergie du monde, devant toutes les autres. Imaginez ce que ça veut dire qu'un vecteur énergétique sera plus gros que l'industrie du pétrole aujourd'hui. Ce n'est pas une opportunité? Ou on ne touche pas au sujet? Alors, si on revient sur Terre, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire on va parler de l'agrivoltaïsme. Pour nous, petits terriens des territoires, qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, un tout petit peu de physique, je suis désolé, mais au premier ordre, l'énergie solaire est une énergie, ce qu'on appelle à basse densité. Ça veut dire que si je me mets en maillot de bain et que je sors dehors, tout ce que je risque, c'est un coup de soleil. D'accord? Mais si je garde mon maillot de bain et puis que je dis que je vais traverser le Rhône, par exemple, je suis lyonnais, je peux me faire emporter. Donc, l'énergie hydraulique, l'énergie d'un fleuve, est supérieure à l'énergie du soleil. Et bien évidemment, si je garde mon maillot de bain fut-il en plomb, si je plonge dans la piscine d'un réacteur nucléaire, vous imaginez que c'est compliqué. Donc, on a bien des densités d'énergie différentes entre le nucléaire, par exemple, l'hydraulique, et le solaire. Moralité, il n'y a pas d'option. Si je veux fabriquer de l'énergie électrique, il me faut de la surface. Or, il n'y a qu'une planète. Ce qui veut dire qu'il faut falloir qu'on regarde comment est-ce qu'on peut partager les choses intelligemment. Alors, au premier ordre, sur le papier, la France est le plus grand pays d'Europe. Du plaboum. Donc, ça devrait être facile. Si je regarde la densité de la France, en moyenne, elle est peut-être intéressante, mais en vérité, quand j'ai retiré l'Île-de-France, il n'y a pas grand monde. Et puis, si on fait même une analyse dans le détail de tous les territoires, on voit bien qu'il y a certains territoires, la fameuse diagonale française, où il n'y a pas grand monde. Moi, je vis dans un petit village qui s'appelle Saint-André-le-Désert, en Bourgogne. Et il porte bien son nom, mais en fait, ça ne venait pas de là parce qu'il y avait du monde autrefois. Aujourd'hui, il y a 254 habitants. Il fait 7,5 km par 3,5 km. Et le problème, il est là. C'est que aujourd'hui, pour développer du solaire en France, on ne peut le faire que sur des territoires qui sont autorisés. Et il se trouve que pour des raisons administratives, la France a nommé les sols en disant, toi, tu es sol artificiel, tu es naturel, forestier, etc., etc. Et les règles du jeu actuelles telles qu'elles existent font que 40%, tout ce qui est forestier et naturel est interdit. Les 51%, 52% de l'agricole sont interdits. Restent les 9%. Ça veut dire que la France, si elle veut dérouler son programme énergétique, eh bien, au lieu de jouer à domicile, sur tout le territoire, elle joue en Slovaquie. Plus compliqué. Je ne vous donne pas la réponse et je ne vous dis pas comment on le fait. Et j'imagine que vos travaux de cette journée vont vous permettre de rentrer dans ces détails. Mais je voulais juste vous faire la big picture et vous faire comprendre et toucher du doigt la problématique. Et en conclusion, je vais remettre un slide qui n'est pas drôle, mais pour moi aussi, il est porteur d'espoir. L'Afghanistan, c'est un pays qui est à peu près aussi grand que la France, en termes de taille, un peu moins peuplé, 40 millions d'habitants, excessivement désertique. Et le photovoltaïque a fait quelque chose qui a complètement changé la nature de ce sol. Vous avez les deux photos satellites, 2012-2019. Et vous voyez qu'en 7 ans, on a fait reculer l'aridité de ce pays. Malheureusement, pour y planter de l'opium. Mais je suis désolé, c'est une culture et ça prouve que ça marche.
Donc c'est un peu cash, c'est un peu direct, mais quand j'ai des détracteurs qui me disent qu'ils ne poussent rien sous les panneaux, moi j'ai une preuve. Aujourd'hui, c'est concret, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, le challenge qui est face à nous, ça va être de faire une répartition des surfaces intelligentes, une répartition des richesses intelligentes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fabriquent des systèmes photovoltaïques qui sont des outils destinés à l'agriculture. Et puis à côté de ça, il y a des gens qui font des grands projets. C'est deux métiers différents. Et les deux sont respectables. Si nous voulons résoudre l'équation de l'énergie en France, il va falloir qu'on trouve des solutions pour ces deux points. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de grands projets qui vont contribuer au système énergétique, mais nous pouvons aussi avoir un grand nombre de projets peut-être de taille différente, mais qui, eux, seront avant tout des outils agricoles et qui vont permettre peut-être de préserver, de protéger et d'améliorer la productivité ou les productions agricoles. Agricoles ou enfin, je dirais, culture et élevage. J'ai la chance de connaître ce type d'entreprise et ce type de projet. Je sais qu'ils sont vertueux, mais ça ne se décrète pas comme ça. Moi, je vous invite à aller voir ces sites. Si vous voulez des adresses, on vous en donnera. Et puis quand vous aurez vu des vrais projets, des projets de qualité, je pense que vous serez convaincus comme je le suis aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.